Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg d'Olbeau-Mistassini au 88 276 0580. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 88 251 2831 ou visitez le golfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. C'est la revue de l'année de notre ami Marc Griffin du baseball. Salut Marc. Salut Dan. Marc, évidemment, l'année, comme je disais avec Jacques Doucet, c'était l'année des Red Sox de Boston. Écoute, du début à la fin, hein? Ouais. Du début à la fin, puis rappelle-toi, ils ont signé JD Martinez très tard. On savait qu'elle allait signer là, mais ça s'est fait sur le tard. Mais une fois qu'ils ont confirmé la signature de JD Martinez, on savait que c'était l'élément manquant. T'sais, on savait aussi que ça frappait sans lui, mais son ajout a fait que Betts, que Bogart, que Benintendi, tout le monde s'est senti à l'aise. Puis écoute, Chris Sale comme lanceur partant, évidemment, fait Kimbrel en fin de match, des gars comme Kelly qui ont fait un travail remarquable. Donc, pour gagner une série mondiale, pour gagner 108 matchs en saison, puis de gagner une série mondiale la même année, faut que tout le monde connaisse de grosses saisons. Et ça a été le cas. Puis, quelques petites transactions ici et là en fin de saison pour venir compléter tout, dont Steve Pearce, exactement. Ouais. Alors, le DG aussi a eu son mot à dire dans cette victoire-là. Moi, rappelle-toi, j'étais un grand fan d'Alex Cora avant même que la saison commence. Et écoute, ça a été encore mieux que je pouvais même l'anticiper, la façon dont il a géré. Et ce qu'il a fait en série mondiale, la façon dont il a géré. En fait, oui, il y avait toute une équipe sur le terrain, mais Cora, l'expression qu'on utilise dans le baseball, c'est qu'il a out-managé ses confrères à ce niveau-là. Et il a embarqué dans les nouvelles données, les statistiques avancées. Il embarque dans ça, mais lui, c'est son gut feeling. Puis je pense que ça a été très payant pour lui. Effectivement, puis comparativement à Dave Roberts, que lui, c'était statistiques avancées, là. Ben, c'est parce que Roberts, il est pris un petit peu à Los Angeles. Ouais. Les Dodgers ont beaucoup de sous, ils engagent beaucoup de monde, à peu près 3-4 assistants au GM, et on lui dit un peu quoi faire. Alors, t'embarques pas, puis regardez, même s'il a perdu les 2 dernières séries mondiales, en fait, il a amené son équipe quand même en série mondiale à 2 reprises, mais on le signe pour 4 ans quand même. Alors, ça prouve que il fait une bonne job dans ce qu'il fait parce qu'il nous écoute, mais c'est ça, on tient les rênes un peu plus serrées avec les Dodgers. Écoute, on verra si c'est la meilleure solution, mais pour l'instant, moi, j'opte bien plus pour celle des Red Sox. Ah, effectivement. Puis au moment où on enregistre le podcast, on ne sait pas ce qui va se passer avec Bryce Harper, Manny Machado. Les rumeurs les plus persistantes, quoi qu'hier, je disais que Machado va visiter les Phillies, c'est les Yankees. Il y aurait eu un coup de foudre entre Machado et les Yankees, puis ce serait pas surprenant. Avec la blessure de Gregorius, ce serait pas surprenant de voir Machado aboutir à New York. Là. Puis pour 2019, ça va être intéressant. Là. Écoute, l'hiver
les joueurs autonomes, tu regardes les vedettes, puis t'attends de voir ce qui se passe, parce que, tu sais, il y a 6 joueurs seulement, là, de joueurs autonomes qui ont signé sur les 250 au moment où on enregistre, là. Ouais. Et là-dedans, j'ai inclus Lance Lynn, là. Ça te donne une idée, là, que le marché est très, très lent en ce moment, parce que on attend évidemment ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup d'agents. Il y a des agents qui représentent plusieurs joueurs, mais on attend qu'est-ce que ces gars-là vont faire. Ça va dicter bien d'autres, tu sais, ça va débouler par la suite. Moi, ça m'a même surpris que Michael Brantley signe avec les Astros, puis je suis content pour lui parce qu'il s'en va avec une bonne équipe. Et Brantley était selon moi le meilleur joueur disponible après Harper et Machado, puis lui il est déjà signé. Alors, écoute, c'est sûr que les Yankees vont être dans le coup. J'ai l'impression que les Dodgers peuvent être dans le coup aussi. Les Phillies ont toujours manifesté. Je sais que Harper est pas là à Philadelphie, mais Scott Boras était là. Donc, ça donne une bonne idée qu'on a parlé de ça. Les White Sox, semble-t-il, veulent être dans le coup. Il peut y avoir une équipe surprise, mais attention à Alex Anthopoulos. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai dit. On comprend ce que je veux dire? C'est qu'on ne sait jamais. Puis, peut-être aussi, Dan, que plus ça avance, plus le temps avance, en fait, plus que l'entraînement approche, peut-être que ces gars-là, encore une fois, ne signeront pas le fameux contrat de 10 ans qu'on pensait, mais peut-être vont y aller plus du côté de 2-3 ans, parce qu'ils vont encore avoir moins de 30 ans dans 2-3 ans, ils vont quand même être capables d'aller chercher un gros contrat. Mais, tu sais, c'est peut-être pas impossible que ces gars-là ne fassent pas leurs 300 ou 400 millions, mais peut-être un 35 millions par année pendant 3 ans. OK. Autre chose aussi qui s'est passé en 2018, on l'attendait beaucoup. Il a été nommé recrue de l'année dans l'américaine. Tu te rappelles comment il est arrivé en grande pompe parce qu'on disait que le prochain Babe Ruth et ainsi de suite. Comment tu qualifies la première année de Shohei Ohtani? Si ce gars-là frappe pas, s'il lance pas sûr que c'est lui qui a recrue de l'année. Tu sais, les Andujar à New York a eu des meilleurs chiffres. Comment tu qualifies sa première année? Moi, je trouve que les Angels ont quand même bien travaillé dans ce dossier-là. Ils le faisaient lancer une fois par semaine. Ils ne faisaient pas comparativement au Japon qui lance une fois aux 5 jours. Comment tu t'as qualifié ça, l'avenue d'Ohtani? Ben, moi, je suis content. Je suis content qu'il a été nommé. Je comprends ce que tu dis. Andujar a été très bon. Torres a été très bon. Ouais. Il y avait d'autres possibilités, évidemment. Mais ce qu'il a accompli, c'est parce que quand il n'a pas lancé beaucoup, puis il n'a pas frappé tant que ça, mais quand il le fait, c'est un joueur étoile. Mais ses statistiques, là, tu vas me dire que c'est à plus petite échelle, mais il le fait. Puis il l'a bien fait. Alors, même si c'est pas un échantillon qui est énorme, moi, rappelle-toi, là, on s'était parlé à l'époque lorsqu'on l'avait mis sur contrat, puis je disais que c'était tellement rafraîchissant de voir ça, parce que je pense qu'un athlète est capable d'aller chercher, de faire ce travail-là. Il l'a prouvé. Malheureusement, on savait qu'il y avait une blessure avant même qu'il signe avec les Angels, puis là, ça s'est confirmé. Mais il va être de retour, par contre, au bâton, puis là, ça va être intéressant de voir, sur un nombre de présences au bâton un peu plus élevé. Mais moi, je suis absolument d'accord avec la décision qu'il soit recrue de l'année parce que, encore une fois, c'est assez phénoménal. Il n'y a personne qui l'avait fait depuis plus de 100 ans. À quelque part, tu me diras que, oui, Andujar, mais tu es arrivé puis de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis une centaine d'années, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, effectivement. Du côté on va revenir sur le classement, du côté de la nationale. Les Braves d'Atlanta, les Phillies de Philadelphie, 2 équipes qu'on ne voyait pas arriver. On les voyait arriver en 2019. Mais finalement, les Nationals de Washington ont tellement été décevants que les Braves, avec leur équipe de jeunes, avec des performances de vétérans comme Nick Markakis, qui a connu une très très bonne année, Freddie Freeman et ainsi de suite, arrive à Acuna, qu'on rappelle en début de saison, et un personnage jeune, et les Braves ont gagné le championnat. Et je pense, tu l'as mentionné, Alex Anthopoulos en 2019, mais c'était une belle année des Braves. Et ça, tu te rappelles, il y avait eu un scandale, les Braves, ça les a coupé ils ont perdu une coupe de joueurs promoteurs en raison d'une fraude de l'ancien directeur général. C'est quand même été une très très belle année à Atlanta, là. Ben oui, puis tu viens de mentionner de la combinaison de les problèmes des Nationals, et évidemment le succès des Braves et des Phillies. Les Phillies, ça s'est étouffé à un moment donné, évidemment, parce que on a manqué de gaz un peu, mais les Braves ont continué, puis oui, on les voyait plus pour 2019, parce que ça te donne une bonne idée que la division Est, dans la prochaine année,
Ça va être une des belles divisions du baseball. On oublie les Marlins, évidemment, là. Mais moi, j'ai hâte de voir Antopoulos. Il a déjà bougé un peu. Les Braves, c'était la plus belle surprise de gagner cette division-là. On les sentait pas nécessairement très près là, dans les séries. On voyait que c'était plus difficile. Mais ça leur donne cette expérience-là pour l'année prochaine. Alors, bravo à l'organisation des Braves, parce que tu l'as mentionné, les plusieurs joueurs d'avenir qu'ils ont perdus. Ouais. Personne qui s'est découragé. On a embauché évidemment Antopoulos. On a comme refait un peu on a refait un peu le système, si tu veux. Puis là, on s'en va dans la bonne direction. Alors, bravo. Les Phillies aussi, je pense que faut quand même souligner le travail qui a été fait avec les Phillies. Ouais. Mais je pense qu'ils pourraient eux aussi dépenser pas mal d'argent cet hiver. Ça reste à voir avant la prochaine début de saison. Alex Agostino l'a dit sur son podcast, le dernier podcast que tu as mis à RDS, le directeur général, le propriétaire des Phillies, il est prêt à dépenser. Il sait qu'il va mettre de l'argent dans le feu, mais lui, il va all-in. Là. Ça va être intéressant de suivre. Au moment où on enregistre, Machado aurait visité les Phillies hier. J'ai hâte de voir des informations là-dessus. Marc, aussi, du côté des Blue Jays, ça a été coup-ci, coup-ça, même décevant un petit peu, des blessures, des joueurs qui n'ont pas livré la marchandise et ainsi de suite. Puis c'était la fin d'un règne de John Gibbons à Toronto. Moi, je n'étais pas un fan de Gibbons. Reste que c'est quand même un des instructeurs, un des gérants un des plus gros gérants de l'histoire des Jays avec Cito Gaston. Oui, puis tu sais, les Jays, rappelle-toi en début de saison, on disait il faut que tout fonctionne à merveille. Il faut que Russell frappe en début de saison. Il faut que Donaldson soit en santé. Il faut que les lanceurs partent avec les Happ, avec les Stroman, les Sanchez. Il fallait que les gars, les Marco Estrada, fallait que tout le monde connaisse de bonnes saisons, puis que Osuna soit bon. Écoute, il n'y a rien de ça qui s'est passé. Puis Russell a un mauvais début de saison. Les partants, à part J-Happ, ça a été difficile. Les problèmes d'Osuna, on les connaît. Donaldson qui n'a pas joué. Fait que c'était, je te dirais, le pire scénario possible pour les Blue Jays. Par contre, on le savait, tu sais, que ça s'en venait. Il y avait quelque chose de bien fun qui s'en venait. On a vu un petit peu quelques jeunes joueurs en fin de saison qui nous ont démontré des choses, mais je veux dire, tu sais, bon, Vlad Guerrero s'en vient. Il y a eu un enthousiasme certain. Et évidemment, ça va être une année difficile en 2019. Ça va être une année d'adaptation. Mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction là, du côté des Blue Jays. Ça prendra pas 4-5 ans. Là, on n'a pas reconstruit. Là. On s'est réajusté et je pense qu'on est dans la bonne direction. J'espère qu'on va quand même donner un peu les moyens à la direction de mettre ces gars-là sous contrat, peut-être aller chercher un renfort ou deux, mais on a vraiment un avenir fort intéressant, fort prometteur. Tu sais que ça me fait penser, Marc, moi, on a la même âge, moi, je suis un adepte des filiales, je suis beaucoup ce qui se passe, puis cet amour-là pour les filiales vient du temps des expos. J'ai commencé à les suivre dans le temps des expos, puis je me rappelle quand Randy Johnson était dans le 2A, quand Larry Walker était dans les mineurs, quand Marquise Grissom était dans les mineurs, il y en avait d'autres également, là, Delino DeShields et ainsi de suite. Ça me fait penser, les Blue Jays, le noyau, là, ça me fait penser à ça. Ben, puis tu fais bien de le mentionner, puis tu fais bien de dire aussi que, tu sais, on a beau avoir de l'argent chez certaines équipes, ton réseau, tu sais, tu vas aller aussi loin que ton réseau est rempli de joueurs d'avenir, parce que même si tu les utilises pas dans ton équipe, ça peut être des monnaies d'échange, ça peut être des sites, donc, on a beau voir les statistiques avancées aujourd'hui. Puis on a beau voir qu'on embauche. Enfin, même Alex Agostino en parlait, on enlève des dépisteurs pour engager des jeunes qui font juste analyser des statistiques. Ça reste que plus tu es fort à développer, plus je pense que plus tu investis dans justement au niveau des dépisteurs, au niveau du développement des joueurs. Moi, ce que je vois dans le baseball, c'est beaucoup mieux que c'était à mon époque. Je veux dire, les gars, là, t'arrives, t'es un nutritionniste, puis ils savent maintenant en plus que, tu as vu, le sport, tous les sports se rajeunissent. T'sais, au baseball, là, à mon époque, c'était à 24 ans que t'arrivais dans le baseball majeur. Aujourd'hui, t'arrives à 21, 22 ans, puis alors, j'aime ce que je vois, mais il faut que les organisations aient en tête toujours de développer. Je pense que plusieurs ont compris maintenant que c'est la façon d'aller. C'est la seule façon d'avoir du succès. Regarde les Astros, comment ils se sont bâtis. Je veux dire, on a développé, on a repêché, on a fait des bons gestes, et bang, on s'est retrouvé en série mondiale 2 années de suite. Alors,
il y a des choses intéressantes là. C'est ce que Marc Bergeron me disait dans un autre podcast. Marc Bergeron, qui est le gars d'Expo Sabermatic, Oui, je connais bien, oui. Il me disait, Martin Bergeron, il me disait que les Astros de Houston avaient dépensé au minimum pour mettre de l'argent de côté pour payer les gros joueurs par après. Les Altuve, et c'était ça la stratégie, puis c'est vraiment, vraiment intelligent. Deux autres petits points vite. Les Rays de Tampa Bay, écoute, le dossier, au moment où on a ce podcast, on est à 72 heures. Il y a 72 heures, il y avait une lettre qui était envoyée à l'État de Tampa Bay qui disait, à la mairie de Tampa Bay qui disait que les Rays ne chercheront pas d'autres domiciles. Donc, ça veut dire automatiquement que le projet d'un nouveau stade est maintenant chose du passé. Ça se fera pas. Donc là, comment tu vois ça? Puis je t'écoutais encore une fois dans ton podcast avec Alain Giroux, puis tu disais, c'était peut-être un ballon pour chercher une réaction, puis il n'y en a pas de réaction à Tampa Bay actuellement. On est résigné, là. L'indifférence. Écoute, moi, c'est un terme qui, à chaque fois que je dis ce mot-là, j'ai tellement de mauvais souvenirs du départ des Expos. Et rappelle-toi le départ des Expos, à quel point ça a été fait dans l'indifférence totale. Les 3 dernières années, là, il n'y avait même pas des journalistes. Je pense que le Journal de Montréal n'envoyait même plus de journalistes. Non. T'sais, on avait quand même encore une équipe du baseball majeur. Puis là, je me disais, tant qu'on est là, il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui va dire, hey, écoute, là, finalement, je vais vous sauver. Puis finalement, les Expos sont partis du jour au lendemain. Quand ça tombe dans l'indifférence, c'est lorsque le commissaire a envoyé sa lettre pour dire hey, parce que là, les boys, ça marche pas, là, vos affaires, là, vous avez pas rempli tout ce qu'on vous a demandé, puis là, la lettre dont tu viens de parler, qu'on dit on fera pas de recherche là, pour. Écoute, mais il y a personne qui se lève en ce moment, il y a personne qui dit on va sauver ça. Moi, je me rappelle lorsque le baseball avait annoncé la dissolution des 2 équipes, les Expos et les Twins. Puis le lendemain, au Minnesota, là, je peux te dire une chose, là. Là, les gens ont été insultés, puis le maire embarqué, puis regarde, écoute, 3 ans plus tard, il y avait un nouveau stade au Minnesota. Fait que t'as 2 réactions. T'as une réaction d'indifférence ou t'as une réaction où tout le monde embarque. Puis là, ce que je vois, c'est que l'indifférence totale, moi, je suis convaincu que le commissaire Garpin dit, écoute, bon, regarde, on est déjà, selon moi, en train de préparer le plan B, qui est de déménager cette franchise-là. Est-ce que ça va se faire plus tôt ou plus tard? Je le souhaite, et je pense que oui, parce que, rappelle-toi ce qu'il a dit, le commissaire. On veut régler Tampa puis Oakland avant d'aller à une expansion, et je sais que le commissaire veut faire une expansion, puis c'est pas dans 7-8 ans qu'il veut la faire. Alors là, Oakland semble pas mal régler ses affaires avec un nouveau stade. Il y a encore des petites affaires à régler, mais ça avance. Et là, tu as le dossier de Tampa qui, selon moi, n'avancera plus bien. Alors, ça regarde bien, mais il y a beaucoup de choses encore qui sont à régler avant de les voir jouer à Montréal. C'est effectivement vrai. Et Marc, le dernier point, après ça, on va aller rapidement une pause, on va aller à ce qui s'en vient en 2019. C'est très gros ce qui est arrivé. C'est arrivé il y a 2 jours du champ gauche, mais ça peut changer de l'allure du baseball. C'est cette entente entre le baseball majeur et les autorités cubaines pour que maintenant les joueurs cubains vont pouvoir venir jouer en Amérique du Nord sans qu'ils soient considérés comme des gens qui fuient leur pays. Hier, je parlais avec Michel Laplante pour un autre podcast que je vais enregistrer. Michel, qui était un peu le précurseur de tout ça. Et Michel, il dit... Absolument. Moi, je comprends pas. Il dit, je comprends pas. C'est arrivé du champ gauche de nulle part. Mais Michel, il me disait, c'est pas si gros que ça, Danny, parce que les joueurs cubains, c'est plus ce que c'était le baseball cubain. C'est surprenant, hein? Écoute, oui et non. C'est-à-dire que effectivement, on le sentait déjà depuis quelques années qu'on épuisait le talent. Ouais. Il y avait encore les Gouriels qui voulaient pas. Les Gouriels ont joué tellement longtemps là, dans le baseball, là-bas, dans le baseball le plus haut niveau. Là. Et parce qu'on voulait pas défecter, on voulait pas s'en aller, on voulait respecter, bon, tout ça. Et tu voyais là que le calibre, moi là, à chaque fois, je suis allé à Cuba avec Michel justement 3 années de suite. Ouais. À chaque fois qu'on allait voir des matchs, on disait mais là les gars, les frappeurs paraissent bien parce que les lanceurs lancent pas fort, c'est tous des gars qui lancent 86, 87, tous les bons bras partaient. Puis moi ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que il y a eu des histoires d'horreur là. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais les joueurs qui ont fui leur pays, puis c'est de la grosse gamique, là, tout ça, derrière tout ça, là. Les deux gars, te rappelles-toi, Michel, pas Michel, mais Marc, les 2 gars qui étaient venus en tournée de l'équipe cubaine junior, on n'a jamais su ce qui était devenu ces 2 joueurs-là, hein.
Ouais, ben écoute, là, je sais qu'il y en a qui les ont aperçus quelque part à un moment donné, mais tout ça pour dire que c'est une bonne nouvelle, mais je ne pense pas que ça va changer tant que ça pour le fait que on a peut-être épuisé un paquet de bons joueurs. Il va y en avoir d'autres, là. Ça va être parfait pour que ces joueurs-là puissent avoir. Mais je ne pense pas que du jour au lendemain, là, on va se ramasser avec 50 nouveaux Cubains qui vont faire la différence dans le baseball. T'sais, ils sont bons, là. Mais il y a eu quand même des histoires d'horreur. Pense à Rodney Castillo avec les Red Sox de Boston, à qui on avait donné plus d'argent que Mike Trout. Ce gars-là, à peu près jamais joué dans le baseball majeur. Alors, faut être prudent, mais honnêtement, très heureux que ça se fasse. C'était fait trop tard, ça aurait dû se faire avant. Ouais. Mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais parce que Michel m'expliquait, puis moi, pourquoi je te dis que c'est surprenant? Parce que j'aurais pensé, moi, que des Yacine Puig, des Cespedes auraient été des modèles là-bas à Cuba, puis les jeunes se seraient mis à espérer à être eux. Mais c'est ça qui me rend un petit peu perplexe. Marc, on va faire une pause rapidement, et après ça, on va te demander un petit bloc rapide pour savoir qu'est-ce que tu t'attends en 2019. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année avec Mark Griffin. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements au 1463 boulevard Walberg d'Olbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418 276 95 95 ou variétéLCR.ca. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements au 1463 boulevard Walberg d'Olbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418 276 95 95 ou variétéLCR.ca. Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle. Et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg d'Olbeau-Mistassini, au 88 276 0580. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin d'Olbeau-Mistassini, 88 276 8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. On est de retour avec notre ami Mark Griffin. Marc, 2019, écoute, ça fait 3 ans que je dis à Frédéric Daigle de la presse canadienne, les expos c'est en 2020. Puis je pense que, écoute bien, je pense que c'est ça qu'il faut s'attendre en 2019, que l'annonce du retour des expos à Montréal en 2019. Moi, je m'attends que ce soit ça, la grosse nouvelle. Écoute, je veux dire, c'est pas farfelu de dire ça maintenant, là. Avec tous les détails et toutes les circonstances, c'est pas farfelu de dire ça. Même que les Rays peuvent jouer une dizaine de matchs à l'extérieur de leur domicile. Écoute, osera-t-on les faire jouer à Montréal? Ça, je suis moins certain. Mais ça reste que c'est un dossier qui va bouger beaucoup, c'est évident que c'est un dossier qui va avancer davantage, puis dont on va parler beaucoup. C'est inévitable. Ouais, regarde. Puis il y a des gens qui se disent, oui, mais on se sert de Montréal pour... Oui, c'est correct. Rappelle-toi, Marc, dans le temps des années 90, il y a des Giants de San Francisco ont failli déménager à Saint Petersburg, puis il y a eu Rays qui est arrivé par après. On a entendu parler souvent de Washington, on a entendu parler beaucoup, hein? C'est correct qu'on se sert de... Non seulement c'est correct, mais je te dirais que c'est un passage obligé. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est flatteur de se faire dire, hey, ton marché, là, ça marchait, on est content, puis on a analysé ça, puis c'est assez gros, puis il y a assez de monde, puis il y a assez d'argent, puis il y a assez de filles. Fait que c'est très flatteur.
Moi, je suis convaincu que il y a un peu des deux. Oui, on l'utilise pour mettre un peu de pression sur Tampa, absolument. Mais, de toute évidence, ça n'a pas semblé lever tant que ça. Alors là, c'est quoi l'option? Moi, je vais le cacher, là, dans l'est du pays, des États-Unis, il n'y a pas une tonne de marché. C'est Montréal. Puis, ironiquement, là, c'est le mot du stade olympique qui nous favorise là-dedans parce que si la franchise doit déménager rapidement, ben, évidemment, ils vont attendre la construction d'un stade. Mais tu peux jouer des matchs au stade. Puis pendant un an et demi, puis tout le monde va être bien content. Puis alors imaginez qu'on a détesté le stade olympique, mais peut-être qu'à la fin, c'est ce stade-là qui peut faire une différence. Parce que les autres franchises, quand même, qui veulent avoir une équipe de baseball majeure, ou les autres villes, quand même, tu veux une équipe de baseball majeure. Si t'as pas de stade, on peut pas faire de miracle, là, tu sais. Non, je pense que ça va se décider. D'après moi, ça va se décider avec Montréal va déménager à Tampa va déménager à Montréal, puis on va garder Charlotte pour une équipe de l'Est, et ça va jouer entre Portland et Vegas pour l'Ouest. Est-ce que ça ressemble ou peut-être même deux équipes dans l'Ouest. Ouais, peut-être même deux équipes dans l'Ouest, effectivement. Ouais. Marc, il me reste qu'à te remercier pour encore une fois ta collaboration. Je suis très, très choyé de t'avoir comme collaborateur. Encore une fois, je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, puis beaucoup de baseball en 2020. En 2019, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler énormément en 2019. Ben, t'es bien fin. Merci à toi de profiter de ta tribune et de jaser de baseball. C'est toujours un plaisir. Marc Griffin, notre collaborateur baseball.